Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct sur Figaro Live. Aujourd'hui, vendredi 2 juillet 2021, c'est la journée mondiale des ovnis. L'occasion de faire un point sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés qui peuplent notre imaginaire collectif et qui font ponctuellement la une des médias. Alors, réalité ou fantasme, les ovnis existent-ils? Sommes-nous seuls dans l'univers? Qu'en pensent les scientifiques et que disent les dernières enquêtes réalisées sur le sujet? Ces phénomènes sont-ils pris au sérieux par les gouvernements? Représentent-ils un danger pour les États? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions et celles que vous vous posez, évidemment, nous sommes avec un expert des ovnis en direct sur Figaro Live, ou plutôt un expert des pannes, puisque c'est comme ça qu'il faut désormais les nommer, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bonjour Luc Dini. Bonjour Charlotte Barillon-Denouy, merci pour votre accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur en constructions aéronautiques, membre de l'association aéronautique et astronautique de France, 3AF, une des rares sociétés savantes nationales, et vous êtes président de la commission technique Sigma 2 qui vient de publier un rapport sur les ovnis. Luc Dini, comment ça s'étudie sérieusement les ovnis ? Alors ça s'étudie à partir d'un certain nombre de documents ou de bases documentaires, de bases de données, qui relatent des observations de phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc on ne sait pas très bien ce que c'est au départ. Et donc à partir de ces données d'enregistrement, quand il y en a, parce que c'est beaucoup plus précis et intéressant que les témoignages visuels, on analyse le contenu, par exemple, si vous avez une vidéo infrarouge, si vous avez des éléments de la situation aérienne, radar, de la zone où a été observé le phénomène. On croise tout cela, on fait appel à différents spécialistes, on fait une reconstitution, voilà, de la géométrie, du timing, etc. Et puis on fait appel à des experts, des rayonnements, pour tenter de comprendre ce qui a été observé. Et à partir de là, on fait le tri. Mais justement, à propos d'experts, quel type d'experts travaillent sur le sujet avec vous ? En fait, il y a une grande diversité. Il y a à peu près entre 15 et 20 personnes qui contribuent, avec des expertises qui vont de la médecine des rayonnements, en passant par la détection infrarouge, les rayonnements infrarouges, la détection électromagnétique, radar. Il y a des pilotes de chasse, il y a un astronaute qui est Jean-François Clairvoy. Vous avez également des spécialistes de physique quantique, des plasmas. Donc vous voyez, voilà, spécialistes de l'observation, spécialistes des rayonnements, médecine, etc. Et chacun est capable d'apporter sa contribution à l'analyse. Si vous venez de nous rejoindre en direct sur Figaro Live et sur YouTube, nous sommes aujourd'hui en direct pour vous parler des ovnis avec un expert du sujet, Luc Dini. Il est avec nous en ce moment pour répondre à toutes vos questions et elles sont certainement nombreuses. On salue à ce propos Mohamed Ben Nemita qui est en direct avec nous sur le chat de YouTube. On espère de nombreuses questions de votre part et des commentaires. À propos de précisions à donner, je disais dans cette introduction, pourquoi vous préférez parler désormais plutôt de panne ou de PAN, P-A-N, plutôt que de dire OVNI, Luc Dini? Alors, c'est pas désormais. En fait, c'est l'effet de mode et les événements de ces jours-ci qui mettent sur la scène le mot panne et en réalité, par effet miroir, des UAP américains pour Unidentified Aerial Phenomena. En fait, cette appellation existe depuis longtemps et pour tout vous dire, le GEPAN, qui existe depuis 1977, comporte dans son nom les trois lettres PAN. Et vous voyez, ça date de 1977, donc pour nous, c'est pas très récent. Et pour aller jusqu'au bout des choses, au début de l'étude de ces phénomènes, dans les directives qui avaient été données en France et qui remontent aux années 50, on parlait à l'époque des MOC, pour mystérieux objets célestes. Bon, en réalité, PAN, ça veut dire l'ensemble des phénomènes qui sont, je dirais, assez étranges, observés dans le ciel ou ailleurs, et qui nécessitent finalement des enquêtes et des études. D'où la création du GEPAN en France en 1977. Voilà. Le GEPAN, on va le préciser, qui dépend du Centre national d'études spatiales, le CNES, et GEPAN qui veut dire groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés, comme vous l'avez précisé. Je salue et je dis bonjour à SCH01 qui est en direct sur le chat du Figaro et qui nous demande est-ce que le rapport détaillé de Sigma 2
va être diffusé en dehors de l'association. On y reviendra sur ce rapport que vous avez fait publier il y a quelques jours. Pour l'instant, il est disponible sur le site de l'association, il est payant pour le grand public, ou en tout cas, il est accessible pour ceux qui adhèrent à l'association. Est-ce qu'il va être publié autrement que via votre association ? Là, si vous voulez, la démarche qu'on a adoptée, compte tenu des circonstances, est très simple. On en met en ligne, en accès direct et libre, la synthèse qui fait 17 pages. Bon, la synthèse du Pentagone en fait 9. C'est open, c'est libre. On a un cas d'étude très complet qui fait une trentaine de pages sur un cas observé à Porto Rico, avec des analyses infrarouges, radars, etc. C'est open, c'est libre. Et pour ce qui est du rapport complet qui fait 380 pages, le principe est effectivement de donner accès aux cotisants de façon privilégiée. Normalement, on aurait dû attendre un certain nombre de mois avant de le mettre en ligne pour des autres personnes. Et ce qu'on a décidé, c'est de le rendre accessible à tous. Alors, il y a une participation, on ne demande pas de prendre une cotisation à l'association, mais il y a une participation qui est une participation minimale aux frais et qui aide l'association. Vous avez beaucoup de bénévoles. Hein. Enfin, la commission Sigma 2, on n'a aucune rémunération. Tout ce qu'on fait est gratuit, bien entendu. Et c'est pour étudier et renseigner, finalement, le public. Donc, s'il vous plaît, si le rapport vous intéresse, ce qu'on espère, eh bien, téléchargez-le, inscrivez-vous à l'association ou bien payez cette contribution minimale, ça nous aidera. Voilà. Version anglaise à sortir. Luc Dini, pour que les internautes qui nous écoutent en ce moment vous connaissent un petit peu mieux, on aimerait savoir comment vous est venue cette passion pour les ovnis, pour les PAN. Alors, passion pour les ovnis, c'est pas vraiment une passion pour les ovnis. En fait, c'est un hasard. Il se trouve que lors d'un départ en vacances avec quelques amis, nous avons observé en direction d'Orléans un objet lumineux qui se déplaçait, une tache lumineuse. Bon, alors j'ai une formation en aéronautique, les rentrées de météorites, de satellites, enfin bref, je connais. Simplement, on a été très étonnés par ce qu'on a observé. Je connaissais l'existence du GEPAN et donc, à l'arrivée à destination, la discussion a continué. Et j'ai découvert totalement par hasard l'existence du rapport Cometa, qui est un rapport assez célèbre sur le sujet. Et mon étonnement a été grand en me rendant compte, en fait, qu'il y avait un certain nombre de personnalités qui avaient planché sur le sujet. D'où un rapprochement auprès de la 3F à laquelle j'appartenais déjà, avec la commission Sigma. Je savais que Jean-François Clairvoy y appartenait, donc c'était un gage également de sérieux. Et voilà. Et ce qui nous réunit avec les autres experts, au fond, c'est la passion de l'aéronautique et de l'espace, chacun dans nos disciplines, pour essayer de travailler sur un sujet qui est compliqué, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà en gros la motivation. C'est très clair. Je salue Actarus sur YouTube, Bob Lazare à Area 51, Mohamed Benemita que j'ai salué tout à l'heure, Emixam 23, excusez-moi, mais leur pseudo est assez complexe chaque fois. Ils ont des questions pour nous que je vais vous relayer dans quelques minutes. Je voulais juste préciser que le Pentagone, parce que un certain nombre d'internautes y font allusion, le Pentagone a rendu public le 25 juin dernier un rapport très attendu sur les ovnis, dont on peut trouver d'ailleurs le contenu en intégralité sur Internet. Hein. J'ai moi-même imprimé ces quelques pages du rapport officiel américain. Ce rapport, Luc Dini, permet-il de clore le débat sur l'existence des ovnis une fois pour toutes ? Je pense qu'il ne clôt pas le débat sur l'existence des ovnis. Il pose la question de l'existence de phénomènes aérospatiaux non identifiés dans le ciel américain, ce qui est un changement dans la politique de communication américaine sur ce sujet, puisque depuis 1969, le dossier était clos en quelque sorte. Donc là, ils ont fait un certain nombre d'observations qu'ils essayent de comprendre, et la question a été posée d'ailleurs par le Congrès américain au Pentagone pour constituer une commission d'enquête. Donc en fait, la logique vient de s'enclencher, les enquêtes préliminaires ont été faites, et ce qui en ressort, c'est effectivement qu'il y a différents types de phénomènes, que certains semblent très, je dirais, très bizarres, et qu'ils doivent continuer à rassembler des données, à les fiabiliser. C'est en gros ce que dit le rapport. Alors,
Belarus sur YouTube demande que va-t-il se passer aux États-Unis selon vous, Monsieur Dini, après la publication de ce rapport par le Pentagone? Allons-nous avoir d'autres informations ou est-ce que le sujet va retomber aux oubliettes pour encore des années? Alors bon, c'est difficile de s'exprimer. Enfin, nous n'avons pas de boule de cristal et les décisions qui seront prises par les autorités américaines, on ne les connaît pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un trend depuis 2016 de mise à plat d'un certain nombre d'informations. Il faut savoir d'ailleurs que le président Obama avait donné des autorisations de divulgation d'archives, d'où d'ailleurs certaines archives d'agences de renseignement américaines qui ont été mises en ligne. Il y a un courant de communication qui s'est révélé fin 2017 avec en particulier quelqu'un qui est Luis Elizondo, qui est un ancien du Pentagone, qui a rejoint une firme privée, etc., et qui est à l'origine de cette circulation des fameuses vidéos infrarouges. Alors maintenant, il faut faire la part des choses pour dire les choses très nettement. Les vidéos infrarouges qui circulent, les photos, c'est très bien, ça met le doigt sur un sujet, sur des points d'interrogation, sur des observations. Du point de vue technique et scientifique, c'est totalement inutilisable. C'est pas que l'on met en cause l'intérêt de ces informations ou, je dirais, leur origine. C'est simplement qu'on ne peut pas les exploiter directement parce qu'une image dans une caméra, ça donne quelques informations, mais ça ne donne pas tout. Ça ne donne pas les informations à distance, etc. Et ce que je vous dis là, c'est ce qu'on a expliqué déjà 3 ans en arrière, et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais donné d'interprétation de la vidéo infrarouge ou des vidéos infrarouges du Nimitz. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Pentagone lui-même, dans le rapport qui a été rendu, explique qu'ils étaient obligés de croiser les informations des caméras avec d'autres données, des données de radar, des mesures de distance, pour essayer de lever l'ambiguïté sur ce qui était observé. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, on ne sait pas quelles seront les données supplémentaires qui sont révélées. Pour l'instant, c'est un rapport de situation qui est destiné aux autorités politiques, voilà, sur un sujet bien particulier, et donc ce ne sont pas des données scientifiques. À propos d'images, Luc Dini, justement, vous faites référence à certaines images capturées par caméra infrarouge. J'aimerais qu'on regarde ensemble ces images qui ont fait le tour du monde. L'an dernier, le Pentagone a déclassifié des vidéos semblant montrer des ovnis. Il s'agissait de vidéos prises par l'US Navy, la marine américaine, qui montraient des rencontres en plein vol avec des aéronefs non identifiés au comportement inexpliqué. Je vous propose qu'on en regarde un extrait tout de suite et on entend d'ailleurs les pilotes qui échangent entre eux. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Echo 6-1 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! Luc Dini, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement et à quoi assistent les pilotes de la marine américaine et qu'est-ce qui les surprend exactement? Alors, ce que l'on voit, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit au moins deux prises de vue différentes, autant que je me souvienne. Il y en a 3 au total qui ont été diffusées sur Internet. Au début, on voit donc je dirais une forme, un objet qui est dans le champ de la caméra et qui est vu sur un fond de nuages. Premier diagnostic, l'image n'est pas de très bonne qualité. Alors ça vient de la caméra ou ça vient, je dirais, des enregistrements qui ont été faits. C'est une première chose. L'objet est relativement stable dans le champ, d'accord ? Donc il est suivi en quelque sorte. Que peut-on dire d'autre ? Les commentaires des pilotes, c'est un sujet
sur lequel on m'avait interrogé dans une autre émission et sur lequel j'ai entendu Jacques Rine s'exprimer récemment dans une émission également. Les commentaires du pilote sont un peu surprenants. Alors, où ils sont vraiment sous l'effet de la surprise et donc libèrent leurs paroles et leur étonnement, c'est fort possible. En même temps, ça ne ressemble pas à des commentaires qui sont des commentaires de pilotes en mission opérationnelle, qui sont des commentaires normalement relativement laconiques et factuels. Là, on est plutôt dans Top Gun avec Tom Cruise, quoi. Voilà. Alors ça, c'est un peu étonnant, effectivement. La deuxième vidéo, elle est prise en contrebas. On voit un petit point blanc qui se déplace au-dessus de la mer. Manifestement, cette image est probablement prise plus récemment. On s'est posé la question entre les vidéos de 2004. Celle-là peut-être appartient à une série de vidéos prises en 2015. L'image est de meilleure qualité. Mais une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, pour je dirais, limiter il est impossible de tirer la moindre conclusion car on ne sait pas où est l'avion. Vous voyez, vous avez dans le champ de la caméra un certain nombre d'indications. Dans l'affaire chilienne dont on reparlera peut-être, on avait ces informations-là, mais on avait la trajectoire du porteur, donc on savait exactement où il était, et à partir de là, on peut commencer à faire des hypothèses sur les distances. Là, on ne sait pas du tout. On ne sait pas où est l'avion. Donc, vous avez une tâche dans la caméra, très bien, impossible de dire ce que c'est. Et puis, la qualité de l'image, ça bave. Alors certains vous diront c'est extraordinaire, il y a des plasmas, c'est ce que disaient les Chiliens également d'ailleurs dans l'affaire Cougar, c'était pas des plasmas dans ces cas précis, c'était des effets de pixelisation et le fait que la tache lumineuse bave en fait sur les points adjacents. Donc voilà, voilà notre interprétation au jour d'aujourd'hui et franchement on peut pas en dire plus. Brièvement le phénomène Cougar, on y reviendra tout à l'heure. J'aimerais juste vous poser la question de SCH01 sur le chat du Figaro qui demande bien que les témoignages américains proviennent de la marine américaine, de la Navy, il n'y a rien sur la détection sous-marine. Avez-vous déjà étudié des cas d'ovnis ou de panne sous-marins? Pas du tout. En fait, c'est un sujet qui est relativement récent pour nous, que l'on a... Alors, c'est un sujet qui apparaissait dans les années 50 dans les bases de données américaines, en tout cas, qui étaient signalées sous le nom de DOANI, donc pour objets aquatiques, enfin non identifiés en gros. Voilà. Il semblerait que les recherches russes des années 70 ont porté en particulier sur l'étude de phénomènes, y compris au niveau, on va dire, maritime, aquatique. On n'en sait pas énormément de choses. Si ce n'est qu'ils auraient fait des enregistrements voilà, de signaux, de déplacements, et plus récemment, donc effectivement, dans les éléments qui ont été communiqués par les Américains sur Internet, on a aperçu cette fameuse vidéo prise d'un bateau qui s'appelle l'Hommage, je crois bien, qui montrait une espèce de sphère avec un changement de milieu. Ce qui est certain, c'est que parmi les caractéristiques étonnantes qui ont été répertoriées par un certain nombre de services de recherche, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, pour certains d'entre eux, sont caractérisés par, en quelque sorte, l'absence d'interaction avec le milieu environnant. Par exemple, avec l'air. Et donc, quand vous avez affaire à des vitesses supersoniques, vous avez une absence de banque supersonique qui est classique. Voilà. Donc, on se pose des questions là-dessus, bien sûr. On se pose aussi une question, évidemment, c'est pourquoi les Américains ont-ils décidé de déclassifier ces vidéos maintenant? Pourquoi ce rapport? Pourquoi le renseignement américain dévoile-t-il au grand public des observations qu'ils ont faites déjà depuis un certain nombre d'années, mais qu'ils gardaient secrètes? Écoutez, ça c'est difficile à dire. Dans notre rapport, on a fait un suivi assez minutieux de la cascade d'événements depuis fin 2017. Nous nous sommes interrogés en fait début 2018 en se posant trois questions au fond. Changement de communication américaine, oui, non. Y a-t-il de nouvelles données? Y aura-t-il des bases de données? Seront-elles accessibles? Oui, non. Et puis, il y a la troisième question, évidemment, quelle est la position américaine sur l'hypothèse dite hypothèse extraterrestre? Bon, voilà. Alors, pourquoi ils communiquent?
il y a plusieurs hypothèses, et d'ailleurs dans une émission avec Alain Juillet avait émis plusieurs hypothèses que l'on partage d'ailleurs. Soit vous avez effectivement une tendance avec des gens qui ont Pouvez une nous préciser connaissance. qui est Alain Juillet? Alain Juillet est un ancien responsable à l'intelligence économique. Il a occupé différentes fonctions, y compris dans le domaine du renseignement, et c'est aujourd'hui un consultant senior dans le domaine du renseignement et de la sécurité. Et donc, bon, c'est quelqu'un qui connaît cet environnement et les moyens de communication. Donc, soit on a affaire à des courants un peu contradictoires, c'est-à-dire des gens qui souhaitent normaliser le sujet des pans, comme ça existe ailleurs. En France, c'est un sujet qui est relativement normalisé. Il y a un bureau d'enquête, etc. Aux États-Unis, c'est pas le cas. D'accord ? Donc, ils voulaient pousser cette tendance-là, et d'autres qui freinent. Ou alors, c'est une politique de communication qui est plus construite. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, il est temps effectivement d'informer le public sur un certain nombre de choses, etc. Et puis, il y a la question de la sécurité qui se pose, en tout cas. C'est la façon dont ils posent le sujet, où les pilotes ont observé des phénomènes, ont été face, dans certains cas, des incidents. Donc voilà, il y a une commission d'enquête. Bon, maintenant, il n'y a rien de dramatique non plus. Hein. A contrario, on s'interroge pourquoi ils ont conservé aussi longtemps ces informations en gardant et en transmettant au public que c'était un secret, et donc les fantasmes sont nés auprès de la population de cette espèce de chape de plomb sur ces mystérieuses observations qui ont entretenu les théories les plus folles sur la possibilité d'une existence extraterrestre. Pourquoi ils ont maintenu si longtemps, pendant des décennies, ces secrets sur ces observations? Alors là aussi, c'est un peu difficile à dire, mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que l'histoire américaine dans ce domaine couvre au moins, je dirais, une première tranche de 20 ans, au moins, en gros, entre la fin des années 40 et puis la fin des années 60. L'US Air Force a mené des enquêtes et, au fond, n'a pas vraiment conclu sur l'origine des phénomènes, leurs caractéristiques, et ils ont décidé de dire, bon ben voilà, de toute façon on n'a pas de problème de sécurité, ce qui est factuel, parce que bon, vous voyez, fin 69, il ne s'est rien passé d'extraordinaire entre-temps, et donc ils ont pris une posture un petit peu de déni, c'est-à-dire ces phénomènes-là n'existent pas. Bon, d'autres ont eu des positions différentes. Les Britanniques ont travaillé là-dessus, ont émis un rapport qui est sorti en 2006. Donc vous voyez, c'est déjà il y a quelque temps. La France a continué de travailler, comme je vous l'ai déjà dit. Donc la position américaine, une position qui était une position très fermée. Alors là, aujourd'hui, effectivement, comme il y a des observations qui sont faites, ils sont peut-être obligés de normaliser les choses. Et puis après, vous avez un climat international qui est particulier, vous voyez. Donc la question d'incursion dans l'espace aérien, effectivement, peut être une question sensible. Donc il faut un état de situation. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et on verra la suite. Si vous venez de nous rejoindre en direct sur Figaro Live et sur le chat et la chaîne Figaro Live sur YouTube, merci de nous suivre en direct et d'écouter les expertises et les éclairages de Luc Dini, notre expert ce matin, pour parler des ovnis, des pans, ces phénomènes aérospatiaux inexpliqués dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et qui nous interrogent évidemment et vous interrogent. Vous êtes nombreux sur le chat de YouTube à vous poser un certain nombre de questions et à faire des constats. Certains parlent de peur, évidemment, alimentée par les théories sur des individus possiblement extraterrestres. Je lisais il y a quelques minutes une réflexion de Christine Couturier. Reconnaître l'existence des ovnis, ne serait-ce pas reconnaître qu'une civilisation serait plus avancée technologiquement que les terriens? Mohamed Benemita, qui est depuis le début sur le chat du Figaro sur YouTube, nous dit: la zone 51 aux États-Unis est-elle un mythe ou une réalité? Merci de nous le dire, monsieur Dini. Est-ce que vous pouvez répondre à Mohamed d'ailleurs à ce sujet? Je vais appeler un ami si vous voulez bien. Non, je plaisante. Écoutez, la zone 51, on en entend beaucoup parler depuis très longtemps d'ailleurs. Il est certain qu'il y a des bureaux de recherche et d'essais aux États-Unis sur des programmes qui sont des programmes confidentiels. Donc, il est probable que cette zone joue un rôle dans ces programmes de recherche sur des technologies avancées. Qu'en dire de plus?
Nous n'avons absolument aucune opinion. Le fantasme du rétro-engineering sur des récupérations d'objets, de matériaux, etc., c'est pas un sujet sur lequel on travaille en réalité, parce qu'on n'a aucune information, donc on perd pas notre temps là-dessus. Voilà, je suis désolé, c'est peut-être un peu light ce que je réponds, mais on essaye de s'exprimer sur les choses que l'on connaît, qui sont interprétables techniquement, scientifiquement. Là, on ne sait pas du tout. Voilà. Une autre question d'Emixam23, Maxime à l'envers me précise-t-il, qui est sur le point de nous quitter parce qu'il a d'autres choses à faire, mais avant qu'il ne parte, j'espère pouvoir lui répondre. Il s'interrogeait, mais pourquoi c'est aussi tabou finalement? Si on n'est pas seul et qu'on sait ou non que d'autres planètes sont habitées, ou même qu'on a des extraterrestres sur Terre, pourquoi ne pas en parler? C'est pour pas effrayer les gens ou quoi? Car en vrai, je pense que si tout le monde était au courant, on pourrait peut-être mieux prévenir certains comportements en cas de rencontre, entre guillemets. Alors écoutez, sur ce point-là, je vais essayer de répondre en prenant le contre-pied de la question. C'est-à-dire que à la question y a-t-il de la vie ailleurs? C'est un sujet qui était un non-sujet. Pour les scientifiques, en tous les cas, il y a un certain nombre d'années. Tous les jours, et il n'y a pas besoin d'une journée sur les ovnis, on voit des communiqués sur des recherches d'exoplanètes, sur des planètes candidates, sur la recherche de la vie dans l'univers qui porte un nom scientifique qui s'appelle l'exobiologie. Donc tout ça, en réalité, n'a rien à faire avec les ovnis, si ce n'est que, au fond, dans le milieu scientifique, on admet la possibilité que, étant donné l'immensité de l'univers, il puisse se faire qu'on découvre des zones qui seraient propices à certaines formes de vie. Voilà, une fois qu'on a dit forme de vie, à quel niveau? Quand on connaît l'âge de l'univers connu, qui se compte en milliards d'années, à partir de là, on peut imaginer des tas de choses. Voilà, ça paraît quelque part logique. Donc, une fois qu'on a dit ça, toutes les hypothèses sont ouvertes et manifestement, la recherche de la vie dans l'univers ne suscite pas spécialement d'inquiétude, mais au contraire de la curiosité et de l'envie de recherche. Donc, je pense qu'il faut ranger ce sujet concernant les pans un petit peu dans le même domaine. Et ce qu'on voudrait d'ailleurs, pour conclure sur cette question, c'est que le monde scientifique ait une attitude finalement de curiosité similaire pour caractériser et analyser les phénomènes qui se produisent plus près, et non pas, je dirais, les considérer avec une certaine distance, voire une certaine ironie dans certains cas. Vous voyez, voilà. De la communauté scientifique, Luc Dini, mais on a un certain nombre de questions et j'allais moi-même vous la poser sur les autres pays engagés, on va dire, comme les États-Unis ou la France, dans la traque au pan. On a l'internaute Catherine Vergniaud sur YouTube qui demande « Ne devrait-on pas porter ce sujet comme une énigme qui concerne toute l'humanité de la Terre et qui devrait susciter la recherche scientifique mondiale, en coopération mondiale même. C'est vrai, c'est un peu mystérieux, on parle toujours des États-Unis, on parle de la France, mais est-ce que les autres pays s'intéressent à ce sujet-là? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes observé des choses? Est-ce qu'il est prévu une coopération mondiale sur le sujet? Parce que vous parliez justement d'une mise en danger de l'espace aérien éventuellement. Alors, mise en danger de l'espace aérien, ça c'est, je dirais, l'une des questions plutôt qu'un constat du côté américain au niveau de certaines observations répétées qui, semble-t-il, ont posé un problème dans le déroulement de certains exercices ou de certains tests. Bon, vous savez, moi, quand je prends l'avion, je prends un bouquin, j'écoute de la musique, je regarde le ciel. D'une part, je ne traque pas les ovnis en regardant par le hublot et je me sens parfaitement safe. Donc, voilà, il faut tranquilliser le débat. Maintenant, pour ce qui est du partage des informations entre différents pays, le fait est qu'il y a des bases de données, encore une fois, et je tiens à le dire, parce qu'on entoure le sujet de mystère. Oui, il y a des mystères, oui, il y a des questions. Mais s'agissant de la France, en termes de bases de données, je peux en citer au moins deux. L'une qui est celle du GEPAN. Je vous assure, si quelqu'un s'intéresse par exemple à un cas, qui est un cas qui a fait couler beaucoup d'encre, du 5 novembre 1990, eh bien, vous allez sur le site du GEPAN à Toulouse, il n'y a pas besoin d'être inscrit quelque part, et vous allez avoir accès au dossier d'enquête avec tous les PV de gendarmerie, etc. Il y a eu des témoignages de pilotes qui sont consignés, j'ai pu le vérifier, de façon extrêmement fidèle. Deuxième chose, et ça c'est plus récent,
Vous avez également le service historique de la défense avec le fonds d'archives de la gendarmerie, qui a fait l'objet d'annonces sur Internet il y a quelques mois. Et donc, ces fonds d'archives existaient, ils étaient d'ailleurs communiqués au GEPAN pour l'étude de cas anciens, parce que ça porte sur la période, je crois, 1955-1975, mais ces données-là sont accessibles. Il faut s'inscrire comme lecteur, voilà. Donc, vous voyez, vous avez au moins, à l'échelle française, un certain nombre de bases de données qui sont accessibles et qui ne sont pas interdites. Deuxièmement, au niveau international, puisque c'était la question posée, c'est un peu plus compliqué, parce que bon, il y a des États, chacun mène ses recherches à ses bases de données. On peut en citer la Suède, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus depuis les années 30. Les Britanniques ont sorti un rapport en 2006, tout en fermant d'ailleurs leur bureau équivalent au GEPAN qui était chargé d'accueillir les témoignages. Vous voyez, en France, ça se continue. Et donc, il y a eu une tentative de résolution à l'ONU en 1978, je crois, de mémoire, pour essayer d'inciter à mettre en commun les données. Bon, cette résolution n'a pas abouti. Néanmoins, on peut observer que les autorisations de divulgation d'archives qui se sont faites séparément dans différents pays pourrait répondre d'une certaine façon à cette incitation. D'où le rapport britannique, qui est un rapport classifié, qui a été déclassifié en 2006. Voilà. Donc, il peut y avoir par étapes un certain nombre de pays qui se décident effectivement à mettre sur la table des archives ou à suivre, quelque part, l'exemple de la France, en ayant une agence spécialisée pour recueillir les témoignages et communiquer ensuite les informations sur les cas observés. Sur les cas observés, eh bien c'est vrai que depuis le début de cette émission, on parle de phénomènes inexpliqués observés. Concrètement, comment se comportent ces objets ou phénomènes observés? Que font-ils qui n'entrent pas ou qui ne respectent pas les lois connues de la physique? Et ça rejoint la question de Marc sur le chat du Figaro qui nous dit « Vitesse d'accélération, changement de trajectoire brutale, avez-vous des éléments probants ?» Alors, il y a un certain nombre d'éléments probants, effectivement, dans certains cas. Je vais prendre un cas qui est... deux cas, allez, même trois, si vous voulez. Un cas qui est un cas ancien, britannique, qui est très connu, publié dans les archives britanniques, publié dans les archives américaines, car ils avaient étudié ce cas-là dans les années 50-60. C'est le cas de Lakenheath. C'est une base aérienne de la RAF. Et en 1956, une nuit du mois d'août, je crois, entre 21h et 2h du matin, des points lumineux sont observés depuis le sol, depuis les avions. Points lumineux assortis d'ailleurs d'un écho-radar, points uniques ou groupés, et se déplaçant en s'arrêtant, d'accord, donc vitesse nulle, puis accélération extrêmement rapide, changement de direction. Bon, voilà. Un des chasseurs britanniques est intervenu, a pris en chasse une forme lumineuse qui s'est retrouvée dans son sillage. Voilà, donc il n'y a pas eu plus d'incidents que ça, mais c'est caractéristique parce que vous avez simultanément une observation de phénomènes lumineux, une observation électromagnétique par un radar, des variations de vitesse extrêmement rapides. Et ce cas qui est emblématique, qui a été repris d'ailleurs dans la divulgation des archives de la CIA il y a quelques années, est resté sans explication. Deuxième cas, qui est un cas français, où il n'y a pas de cinématique extraordinaire, mais une observation qui a été faite en 1994 par un équipage d'Air France sur un Airbus, qui était une observation visuelle par l'équipage d'une forme ronde, rougeâtre, etc. Et il y a eu un écho-radar qui a été détecté par ailleurs et qui ne correspond pas, qui n'est pas au même endroit. Sauf que l'apparition de cet écho-radar et sa disparition est parfaitement synchrone de l'observation visuelle, ce qui pose question quand même. Et on n'a pas d'explication là-dessus. Ça, c'est dans les bases de données GEPAN. Quiconque s'intéresse au sujet peut aller consulter ce cas. Troisième cas, ça s'est passé à Téhéran en 1976. Et là, il y a eu une mission menée par des chasseurs avec des perturbations électromagnétiques, c'est-à-dire qu'ils ont rapproché une forme lumineuse et quand ils en étaient très proches, leurs équipements de bord ont été perturbés. Donc vous voyez, voilà, il y a différents effets qui sont constatés dans certains cas et sur lesquels on se pose des questions. Actarus sur le chat Figaro Live sur YouTube vous pose cette question. Dans votre rapport, vous parlez de matériaux aux propriétés remarquables et sensibles aux ondes gravitationnelles. Où avez-vous eu cette info? Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors on peut en dire plus avec beaucoup de précautions qu'on a prises d'ailleurs dans le rapport. Ces informations-là ne sont que la réplication
de rapports ou d'archives, notamment d'une part d'origine russe. Il y a des livres qui ont été écrits sur les travaux de recherche russes, et il y aurait eu des analyses de matériaux. Et on s'est intéressé à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que du côté américain, l'équipe de la firme TTSA, dont le docteur Al Puthoff, qui a fait un certain nombre d'exposés sur le fameux programme de recherche A-type américain, a mentionné l'existence, soi-disant, d'échantillons de matériaux, de métamatériaux, avec des propriétés particulières. Donc on a cité ces références-là, qui ne sont pas des données de première ligne auxquelles on a accédé. Ce n'est jamais que par ouï-dire ou ce qu'on a lu. Par contre, les recherches sur les métamatériaux, en fait, les nanomatériaux sont des matériaux multicouches avec des structures extrêmement petites, du niveau du nanomètre, ont des caractéristiques particulières du point de vue, je dirais, du guidage des ondes électromagnétiques, de l'absorption, etc. Et cela, on l'a relaté parce que c'est totalement scientifique. Donc, on a juxtaposé, si vous voulez, les deux sujets. Maintenant, on n'a pas de connaissances particulières sur des matériaux qui auraient été, entre guillemets, retrouvés. C'est ce qui s'est raconté en Russie, c'est ce qui s'est raconté aux États-Unis. Si certains phénomènes restent inexpliqués, d'autres, au contraire, ont été élucidés. Vous citiez un peu plus tôt le fameux mystère Cougar, phénomène Cougar. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce phénomène qui a été élucidé en définitive? Oui, bien sûr. En fait, l'histoire se passe de mémoire en 2011, voilà, un 11 novembre d'ailleurs. Un hélicoptère Cougar de la marine chilienne, doté d'une caméra infrarouge, est en train de faire un vol pour tester la caméra. Bon, la caméra infrarouge est visible, je tiens à préciser, donc 2 canaux, si vous voulez, pour faire les observations. Et puis tout d'un coup, ils accrochent une espèce de tâche bizarre, et se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Ils prennent contact avec le contrôle aérien. On leur dit, la visibilité est de 25 km. Vous savez, quand on se pose avec un avion, on donne des informations, visibilité, etc. Bon, très bien. Donc, ils se disent, est-ce que vous avez un trafic aérien dans un rayon de 25 km? Réponse du contrôle aérien, non, rien du tout. Ah bon? Alors là, ils se disent, tiens, il y a un truc qu'on observe à la caméra, qu'on ne voit pas au radar, mystère. Et donc, l'affaire part de là. Nous avons été consultés, on avait reçu l'organisme chilien, l'équivalent du GEPAN, de mémoire fin 2014 ou en 2015, et nous avions un accord. Et donc, ils nous ont consultés, comme d'autres d'ailleurs, en nous demandant, écoutez, voilà cette vidéo, ce truc-là est invisible au radar, vous en pensez quoi? Donc, on a regardé la vidéo, on a fait des commentaires assez similaires à ceux que je vous faisais tout à l'heure sur les vidéos américaines, en disant, écoutez, il y a des effets de saturation, etc. Donc, nous, on n'a pas vu de plasma, ce que d'autres ont imaginé ou vu. En tous les cas, on a dit, écoutez, pour l'instant, on ne peut pas conclure grand-chose parce qu'on n'a pas tellement d'informations. On sait où est l'hélicoptère, mais on n'a pas les distances, on ne va pas pouvoir exploiter. Et donc, on s'est arrêté. D'autres ont essayé de travailler là-dessus. Bref, on découvre un article de Leslie Kean dans le Huffington Post faisant état d'une observation extraordinaire, etc. Bon, très bien, et d'informations radar disponibles. Donc, on a relancé les Chiliens qui, très aimablement, nous ont dit oui, bien sûr, on a les données radar, on a les données météo, on vous les envoie. Et là, on s'est mis au boulot, notamment avec un membre de l'équipe qui est un ancien général de l'armée de l'air, un spécialiste des rayonnements infrarouges, etc. Et là, en relativement peu de temps, en fait, on a pu démystifier le sujet. Comment? Parce que justement, à partir de la situation radar, à partir de la consultation des archives de plans de vol, on a pu reconstituer le trafic aérien dans la zone. Et il se trouve que la limite de 25 km qui avait été prise en compte n'était pas applicable et qu'on a regardé plus loin. Et plus loin, on a découvert un avion qui était en procédure de montée, qui avait quitté l'aéroport de Santiago, qui était en virage à 75 km, ce qui correspond aux premières détections infrarouges. Et après, l'avion, si vous voulez, finit son virage, se présente par l'arrière, est en montée. Donc, on le voit plein pot, parce qu'on voit les réacteurs par l'arrière, ça rayonne beaucoup. Et donc, tout ça a été corrélé, on a reconstitué les images thermiques et on a renvoyé le dossier aux Chiliens en disant, écoutez, il n'y a pas de plasma, il n'y a pas d'OVNI, c'est un Airbus A340 d'Iberia. Alors, certains ont été déçus, bien entendu, mais pour nous, c'était un des exemples intéressants. Voilà.
Luc Dini, quelles hypothèses sont aujourd'hui mises en avant sur ces phénomènes inexpliqués? Je lisais en préparant cette émission que certains pourraient s'expliquer par la présence de drones ou d'oiseaux qui créeraient la confusion auprès des systèmes radars des militaires. D'autres pourraient découler de tests d'équipements ou de technologies militaires effectués par d'autres puissances comme la Chine ou la Russie. Ces hypothèses sont-elles plausibles selon vous? Tout est plausible. S'agissant des drones, il y en a de plus en plus, tout le monde le sait, et donc évidemment les drones peuvent parasiter en quelque sorte les observations. Voilà. Dans notre rapport, on a consacré un chapitre aux drones et aux micro-drones, en particulier à ceux qui ont des caractéristiques cinématiques extrêmes. Voilà, pour savoir quelles sont les limites de vitesse, d'accélération qu'on peut atteindre, etc. Après, vous avez d'autres types d'engins. Vous avez évidemment les fameux black programmes d'avions furtifs, etc. Et on ne peut pas exclure dans certains cas que certaines observations soient en lien avec de tels programmes. Vous avez les tests de missiles, vous avez les fusées, vous avez Starlink avec les microsatellites. Donc tout ça fait partie d'un environnement aéronautique et spatial qui justifie d'ailleurs au fond l'intervention de spécialistes pour débrouiller le paysage en quelque sorte. Voilà. Donc oui, c'est plausible dans certains cas. Tout est plausible, comme vous le dites. Neuroinvasion, qui nous avait communiqué sa question sur Twitter quand nous avons teasé hier pour vous donner rendez-vous ce matin à 9 h. Il vous demande, Luc Dini, quel est le cas le plus étrange à votre connaissance? Avec quelle probabilité lui attribueriez-vous une origine humaine, non humaine, terrestre, non terrestre, naturelle, artificielle? Effectivement, c'est intéressant sa question par rapport à toutes les observations et toutes les études que vous avez pu faire. Il y en a peut-être une qui vous interpelle le plus. Écoutez, pour éviter de me répéter, parce que j'en ai déjà cité des étranges, enfin l'histoire de l'Ecanif est très étrange et n'a pas d'explication aujourd'hui, j'ai envie d'en citer d'autres qui sont d'origine américaine et qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est les enregistrements de signaux électromagnétiques qui ont été faits en 1957 et en 1959, du moins pour les cas qu'on connaît et qui ont été publiés. Pour l'un, c'est ce qu'on appelle le KRB-47. C'est un avion d'enregistrement électronique qui est aux États-Unis et qui, pendant plusieurs heures, va suivre des phénomènes lumineux, donc sur plusieurs centaines de miles, et enregistrer des signaux donc dans les fréquences de l'ordre de 3 GHz, signaux avec une certaine modulation. Bon, et on a un cas similaire d'enregistrement, donc à partir d'un B-52, c'est en 1959, c'est près d'une base américaine, près de la frontière du Canada, qui va être suivi à une certaine distance par un objet. Tout ça, c'est dans les dossiers publiés par l'US Air Force. Ça se trouve également dans les archives qui sont consultables, c'est pas du tout confidentiel. Et donc, il y a eu des enregistrements sur des fréquences similaires. Donc, nous avons essayé de travailler sur ces sujets-là. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Un phénomène naturel? Bon, on peut se poser la question, mais ça paraît peu vraisemblable, même si on peut avoir des rayonnements électromagnétiques par des phénomènes naturels. Il faudra en savoir plus sur ces enregistrements américains. Mais en tout cas, on a identifié des causes de rayonnement électromagnétique qui posent question et qui sont étudiées dans notre rapport. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui restent malgré tout extrêmement sceptiques sur ce sujet, puisqu'on est toujours très étonné d'entendre parler de ces phénomènes via des témoignages de témoins américains? Ça vient toujours des États-Unis, les ovnis ne sont vus que là-bas, et puis s'ajoute à ça évidemment ce qu'Hollywood en a fait en récupérant ce sujet-là, donc ça ajoute encore du fantasme au fantasme. C'est vrai, qu'est-ce que vous répondez à ces sceptiques? Écoutez, ce qu'on répond aux sceptiques ou aux gens qui nous posent la question « Croyez-vous aux ovnis ?» on répond c'est pas un sujet de croyance. L'existence des phénomènes aérospatiaux non identifiés est un sujet scientifique avéré, avec des recherches sérieuses qui ont été menées par un certain nombre de pays. Encore une fois, l'actualité est rythmée par la communication américaine, par les effets de médiatisation, etc. Mais l'histoire a commencé avant, elle s'est continuée après leurs enquêtes et elle se continue toujours. Donc, la réponse, c'est plutôt de dire, plutôt que de dramatiser les choses, de les rendre extraordinaires, vraiment, on a besoin de l'aide, encore une fois, des scientifiques. On a besoin de récolter des données
parce que, vous voyez, bon, on est en train de parler des pans, mais dans ces phénomènes-là, on a par exemple dans l'équipe le directeur d'un laboratoire de recherche sur la foudre, qui s'intéresse à des phénomènes de foudre très particuliers qu'on appelle la foudre en boule. Et vous avez des boules de foudre qui peuvent se balader à quelques millimètres d'altitude et à des vitesses qui peuvent. Bon, eh bien, ils ont besoin de récolter des données avec des caméras, d'étudier la trajectoire de ces choses-là. Et cette démarche-là, eh bien, on n'est pas face à l'impossibilité de la foudre en boule, alors que à une époque, l'existence de tels phénomènes était niée dans le monde scientifique. Hein. Donc, ces phénomènes sont avérés, mais ils méritent encore des moyens de recueil de données. Eh bien, les pans, de façon générale, c'est la même chose. On a besoin de récolter des données, on a besoin de scientifiques qui les analysent et de trouver des évolutions aux théories, voire de mettre le doigt, dans certains cas, sur des choses qui sont peut-être plus extraordinaires. Mais il faut y travailler. J'aimerais vous faire part, Ludini, avant qu'on arrive au terme de ce direct, de certains commentaires d'internautes qui s'interrogent sur les ovnis, les survols et les phénomènes inexpliqués au-dessus de centrales nucléaires. On a par exemple Nicolas Paulin, Sagittarius A et Olivier SL qui s'interrogent. Nicolas Paulin qui nous dit « Comment explique-t-on les phénomènes lumineux observés près des centrales nucléaires et plus particulièrement après des accidents nucléaires ?» Sagittarius A qui nous dit « Des rapports d'enquête après les survols d'ovnis de centrales nucléaires en France en 2014, y a-t-il des informations ?» Et Olivier SLS qui nous dit « Avez-vous des informations sur des survols de centrales nucléaires françaises par des pans ?» Alors écoutez, il y a deux réponses. La première, on a connaissance d'une enquête qui a été menée par le GEPAN en 2010, de ce qui avait été observé par deux gardiens qu'ils ont pris pour un ovni en quelque sorte. Enquête qui a été menée, qui concluait à la possibilité soit d'un avion, soit plus vraisemblablement de drones. Sauf qu'à cette époque-là, je pense qu'on n'en parlait pas beaucoup des drones. Il y a des études qui ont été faites, l'équipe IPACO de François Louange a fait des analyses d'images. Alors évidemment, il y a des ambiguïtés, il y a des lampadaires à proximité, mais cela dit, franchement, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce qui a été constaté, pas du tout de mouvements extrêmement brusques, etc. Bien. Ensuite, deuxième question, le survol. On n'a pas d'informations particulières, nous, sur ce sujet-là, sur le survol de centrales et autres. Ce que l'on peut dire quand même, et ça c'est de notoriété publique, et tous les médias s'y sont intéressés à l'époque, c'est qu'en 2013-2014, il y a eu un certain nombre de survols de zones et de centrales par des drones. Il y a eu des auditions qui ont été faites à l'Assemblée nationale. Tout ça n'est pas mystérieux, c'est pas caché, c'est de notoriété publique. Il y a eu également des incidents sur les aéroports en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc., parce qu'il y avait des drones. Donc vous voyez, il ne faut pas tout mélanger, il faut faire la part des choses. On arrive au terme de cet entretien. Luc Dini, merci encore pour vos éclairages, vos explications, vos précisions sur le sujet des ovnis et des pans. On va peut-être laisser le mot de la fin à Christian Léon Toussaint qui nous suit sur le chat du Figaro.fr et qui nous dit « Moi, les ovnis, j'y crois. Ils existent vraiment, prouvés et rapports implacables. Hergé a fait un rapport dans les 7 bulles de cristal. » Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Luc Dini, des choses peut-être qu'on n'aurait pas évoquées ensemble et que vous teniez à dire? Bah écoutez, je vais terminer par une pirouette. Bon, l'équipe Sigma 2, c'est pas le professeur Tournesol, ça pourrait y ressembler un peu, mais on est tout à fait sérieux. Et il me semble que dans les 7 boules de cristal, en tous les cas, il y a aussi une similitude avec la foudre en boule, et pas seulement les ovnis. Par contre, dans le vol 714 pour Sydney, là, il y a un extraterrestre autant que je me souvienne. Merci encore, Luc Dini, pour vos éclairages et vos explications sérieuses. Je rappelle que vous êtes ingénieur en construction aéronautique et vous êtes membre de l'Association aéronautique et astronautique de France, qu'on appelle 3AF. C'est une des rares sociétés savantes nationales et vous êtes également président de la commission technique Sigma 2 qui vient de publier un rapport sur les pans. Je vous invite à revoir ce replay et à écouter tout ce que Luc Dini nous a dit et qui est fort intéressant et ultra sérieux. À très vite sur Figaro Live. Merci encore pour vos commentaires. Merci pour votre accueil et toutes les questions.